Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle conférence ici sur cette scène Talk. Durant les 40 prochaines minutes, il sera question d'âge et de sagesse avec ce titre, Old is Gold. Apparu timidement dans les années 2000, la notion de Silver Economy est désormais incontournable, en particulier cette semaine avec la réforme des retraites. Évidemment, quelques chiffres de l'INSEE, 20 millions de Français auront plus de 60 ans en 2030. Et on estime que la France comptera un quart de personnes de plus de 65 ans en 2040. Voilà qui pose un peu le sujet. Mais au-delà des chiffres, des levées de fonds de start-up, des marchés potentiels, ce sujet de la Silver Economy est avant tout un sujet de société. Et nous allons en parler avec nos trois invités que je vais vous présenter sans me tromper. Dans l'ordre, tout d'abord, Justine Renaudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Colette. Oui. Colette, c'est une start-up qui propose notamment de la cohabitation entre générations et aussi des loisirs pour les seniors. Bienvenue. Merci beaucoup. À votre droite, Agnès Chevartin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mission innovation au sein de la Massif. Massif, c'est un assureur mutualiste qui compte, je crois, 5,7 millions de sociétaires, adhérents et clients. Je ne me suis pas trompé? Tout à fait. Voilà, j'avais peur de me tromper sur le nombre. Et enfin, Marjorie Nanteuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable thématique Silver Economy au sein du CEA. Le CEA qui est un acteur majeur de la recherche en France. Et alors pas seulement sur les questions énergétiques, ça c'est un point qu'il faut préciser. Tout à fait. Et donc vous traitez aussi de ces sujets de Silver Economy. Nous avons 36 minutes devant nous selon le chrono qui s'affiche devant moi. On va le répartir en 3 temps. D'abord un petit peu le contexte, comprendre comment nos 3 invités se sont intéressés, se sont emparés de ce sujet de la Silver Economy. Puis on parlera des solutions qu'elle propose. Et enfin, on fera un petit peu de prospective et de perspective sur ces sujets. Mais commençons par vos parcours avec vous, Justine. Alors, je suis allé... j'ai fait un petit peu l'espion, j'ai regardé votre profil LinkedIn, j'ai vu que vous avez commencé votre carrière chez Blablacar, puis ensuite vous avez poursuivi vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui amène peut-être un profil comme le vôtre de la génération digitale à s'intéresser à la Silver Economy ? Oui, alors moi c'est un constat personnel en fait que j'ai fait il y a une dizaine d'années. J'avais une voisine de palier qui s'appelait Renée, qui devait avoir à peu près 75 ans. Et en fait, il se trouve que Renée passait sa journée, je l'entendais en fait derrière sa porte, elle passait sa journée à converser avec le poste de radio. Et je me suis rendu compte qu'elle n'avait aucune interaction sociale, aucune visite, et que c'était son seul moyen finalement d'avoir un lien avec la société. Donc à ce moment-là, je travaillais chez Blablacar, donc j'étais sur d'autres sujets, mais sa solitude m'a frappée. Et en fait, ça m'a donné envie de m'intéresser à ce sujet des seniors. Alors, Colette a été lancée en 2020, je crois. Oui. Vous faites partie des cofondateurs, je l'ai dit. Quand on lance une start-up sur la Silver Economy en 2020, quel regard portent vos proches, vos camarades entrepreneurs, vos partenaires? Est-ce que c'était déjà un peu étonnant ou est-ce que c'était encore déjà naturel? Alors, déjà, lancé en 2020, en plein Covid, ça a de quoi étonner. Bon, il se trouve que pour nous, ça a été un tremplin parce que les confinements vécus par les seniors, ça a été terrible et donc ils ont eu envie de se lancer dans la cohabitation entre générations. Mais c'est vrai que ce secteur de la Silver Economy, moins maintenant, mais avait encore un côté un peu poussiéreux, les seniors, trucs pas très modernes. Et donc, oui, ça a pas mal étonné. Et en fait, il y a énormément d'innovations à aller développer sur le secteur. Donc, c'est très, très dynamique finalement. Bon, c'est un choix qui vous a réussi puisque j'ai lu que vous veniez d'intégrer la liste des 10 finalistes du prix Business with Attitude de Madame Figaro. Oui, exactement. Ouais. Bon, félicitations. On Merci. en parlera juste après. Agnès, évidemment, pour une mutuelle comme la Massif, on n'a pas trop de difficultés à imaginer que les enjeux des personnes âgées sont naturellement au cœur de vos missions. Bien sûr, ils sont au cœur de nos missions. Donc, vous l'avez dit, 5,7 millions de sociétaires, ce qui est une part importante de la population et une population qui vieillit. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner tout au long de la vie nos sociétaires, adhérents, clients et leurs proches. Et donc, pour leur permettre de rester en bonne santé, rester autonomes et dans un bien-être. Donc, c'est tout naturellement qu'on innove à chaque fois pour répondre aux nouveaux besoins émergents des populations. Et on a fait le constat qu'il existait énormément de solutions sur la e-santé, sur l'accompagnement des seniors, sur la domotique, un marché plutôt foisonnant pour ces seniors. Pour autant, très peu sont utilisés finalement. Ouais, il y a un effet souvent par manque de simplicité dans l'accès.
Et donc nous, on pense qu'on a encore beaucoup de travail à accomplir et que l'innovation peut permettre justement de relever le défi, ce nouveau défi de la longévité. L'innovation, plutôt l'open innovation, parce que vous avez décidé d'aborder ce sujet en équipe. Pourquoi ce choix? Pourquoi l'avoir pas fait seulement sous vos couleurs? Alors, parce qu'on se rend compte qu'en partageant avec des entreprises de secteurs complètement différents, on est déjà beaucoup plus libre pour innover. Prenez l'exemple de la santé, c'est quand même un sujet très complexe, une organisation sur le territoire qui est historique, qui est marquée par des politiques publiques successives, des acteurs très, très engagés aussi. Mais quand on prend du recul et qu'on fait travailler justement des entreprises d'un secteur complètement différent, on arrive parfois à solutionner de façon plus immédiate des problématiques. Donc pour nous, l'open innovation, oui, c'est une richesse. Et en plus, si on peut expérimenter sur le territoire, et c'est vraiment l'axe qu'on a choisi avec le hub dont on parlera aujourd'hui, ça permet vraiment de valider le fait que la solution sur laquelle on travaille, elle est concrète et elle répond à un besoin des personnes. Alors j'ai parlé d'équipe, et bien je vais présenter, discuter un peu avec Marjorie du binôme que vous formez. Pour le CEA, c'est vrai qu'on vous attend, je vous ai présenté comme un acteur majeur de la recherche, on ne vous attend pas forcément sur cette thématique de la Silver Economy. Là encore, quel est le lien entre cette thématique et puis les activités de recherche, les programmes qui peuvent être portés par le CEA? Oui, alors c'est vrai que le CEA, c'est un organisme national de recherche technologique. Donc on développe des briques technologiques génériques. Et puis ces briques technologiques génériques, elles trouvent différents applicatifs. Une même brique peut trouver des applicatifs différents. Et pour nous, la Silver, c'est un des applicatifs de l'ensemble de ces briques technologiques génériques. Et moi, j'aime bien reparler quand même de l'histoire du CEA parce que je trouve qu'elle aide à comprendre ce qu'on vient faire sur cet enjeu de la Silver, du vieillissement. Pour nous, on l'aborde sous l'angle de la transition. C'est la question que pose la transition démographique aujourd'hui à la société. Et ça, c'est quelque chose que l'organisme sait faire, puisqu'il a été créé en 1945 à l'après-guerre. Donc historiquement, effectivement, pour doter la France de l'arme nucléaire et de l'indépendance énergétique. Mais depuis, on est 20 000 et il y a 10 000 personnes qui travaillent sur toute autre chose que le nucléaire, justement pour adresser les enjeux de transition énergétique, donc tout ce qui va être énergie renouvelable, énergie verte, etc. Transition numérique, on l'a évoqué également un petit peu juste avant. Et puis médecine du futur, tout le volet effectivement santé et sécurité défense. Et donc là aujourd'hui, voilà, l'applicatif transition démographique nous amène à nous positionner sur cet enjeu de la Silver. Oui, parce que finalement on parle de problématiques seniors, mais ces problématiques elles ont des résonances pour l'ensemble de la société, d'où la présence du CEA sur ces problématiques. C'est l'idée. Oui, alors exactement. Donc, je rebondis aussi sur le fait que nous, on est dans une dynamique très ancrée sur les enjeux de société et sur l'ancrage aussi avec nos territoires, puisqu'on a des implantations partout en région, justement pour être au plus près des enjeux de société qui, parfois aussi, dépendent des territoires. Donc moi, typiquement, je suis en région sud. La région sud a une démographie aujourd'hui qui préfigure celle que sera celle de la France en 2030. Et donc, c'est aussi un enjeu pour la région de se dire comment je peux être pilote, territoire d'expérimentation sur ce sujet global de société. Parfait. Eh bien, on va en parler désormais des solutions, des initiatives que vous portez, en commençant par Colette. Bon, on a donné quelques ingrédients comme ça en introduction, mais peut-être, voilà, pour les grands néophytes que nous sommes tous ici, comment vous avez l'habitude de présenter l'activité aujourd'hui de Colette? Quel service vous développez? Nous, notre mission en fait chez Colette, c'est d'aider au maintien à domicile des seniors. Donc pour Colette, un senior, c'est une personne de 60 ans et plus, puisque la définition peut être assez large. D'aider au maintien à domicile de ces seniors le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, à savoir en bonne santé. Et pour ça, on développe 2 services complémentaires. Donc le premier, c'est la cohabitation entre générations. Donc là, concrètement, on va aider des jeunes de moins de 30 ans à se loger chez des seniors qui ont 60 ans et plus et qui disposent d'une chambre inoccupée à leur domicile. Donc, pour vous donner une idée, rien qu'à Paris, il y a plus de 100 000 seniors qui disposent d'une chambre vide chez eux. Donc, c'est un vrai gisement de logement inexploité aujourd'hui que nous, on veut révéler au grand jour. Mais on veut aussi aller plus loin pour aider à ce maintien à domicile. C'est en aidant les seniors à booster leur vie sociale. Parce qu'ils sont 1 sur 5 aujourd'hui à déclarer qu'ils n'ont pas ou plus d'amis. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, perso, ça me donne des frissons. Ça fend le cœur un peu. Voilà, ce chiffre m'effraie au plus haut point.
Et donc, via une appli mobile communautaire, on leur permet de se faire des nouveaux amis, de participer à des activités, parce que le maintien au domicile, ça passe par la bonne santé. Et finalement, la solitude, c'est aussi nocif pour la santé que fumer 15 cigarettes par jour. Donc, c'est important de les aider à garder une vie sociale active. La solitude tue, et il faudrait Exactement. l'indiquer. C'est le mal du siècle. Juste pour l'activité de cohabitation, les bénéfices sont pour les deux parties. On a un jeune qui trouve un logement et un senior qui... C'est ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Le jeune, il va avoir accès à un logement plus abordable, surtout dans des villes comme Paris, plus grand, plus spacieux, plus propice aux études. Et il va aussi bénéficier de la compagnie du senior. Et puis pour le senior, c'est évidemment un complément de revenu non négligeable quand même pour la retraite. Et puis surtout de la compagnie au quotidien. Vous en êtes où aujourd'hui? On a dit que la société avait été créée en 2020 au moment du Covid. Voilà, sur votre feuille de route, quelles étapes ont été passées et puis qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Oui, alors aujourd'hui, on a accompagné plus de 1200 binômes dans la cohabitation. Ça représente quand même 125 000 nuits partagées en cohabitation intergénérationnelle depuis ce fameux premier confinement. Et du côté des seniors, en termes de pouvoir d'achat supplémentaire, c'est 2,5 millions d'euros qu'on leur a reversés déjà dans leur poche depuis le lancement, sachant que la cohabitation entre générations, c'est une pratique qui est exonérée d'impôts, ce qui est quand même avantageux pour eux. On voit les bénéfices. Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui? Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? Là, on vient de parler de fiscalité, mais est-ce qu'il y a des réglementations qui peuvent être complexes, qui peuvent un peu freiner ce projet-là? Non, la réglementation est plutôt en faveur du développement de cette pratique, mais aujourd'hui, nous, en tant que start-up, en fait, on se confronte à ce qu'on appelle un marché à éducation. Donc, il faut voir que pour un senior, ouvrir ses portes, ouvrir son intimité, c'est pas anodin. Donc, il faut lever des barrières à l'usage, et c'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil, quoi. Donc nous, on est une start-up, on lutte contre le temps en permanence et on est face à ce marché où il faut éduquer, lever les barrières à l'usage. Donc ça, je dirais que c'est vraiment l'enjeu numéro 1. Aujourd'hui, si on a 10 fois plus de chambres proposées sur notre plateforme en ligne, on va créer 10 fois plus de binômes et on va grandir 10 fois plus vite. Donc c'est vraiment aller chercher cette offre de chambres et réussir à la débloquer. Bon, le message passe déjà aujourd'hui à travers si vous connaissez quelqu'un. Tous les auditeurs qui nous écoutent avec attention. Juste une question, alors peut-être pas offensante, mais offensive, on va dire. Est-ce que vous avez parfois l'impression de faire le travail de l'État ou des collectivités? Là, on parle de casser la solitude, de loger aussi des jeunes. Est-ce que vous avez ce ressentiment-là parfois? Non, parce que je pense que c'est surtout à des acteurs comme nous de développer vraiment la pratique à grande échelle. Après, là où c'est intéressant, c'est quand on a les pouvoirs publics qui vont faire la promotion de ce mode de logement vertueux, qui vont nous aider en assouplissant le cadre juridique, légal, fiscal ou autre. Donc c'est pour ça qu'on est très proche d'eux pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Mais on n'a pas le sentiment en tout cas de faire le job à leur place. Bon, très bien. Voilà pour Colette. On en reparlera tout à l'heure. On va parler évidemment du partenariat entre la Massif et le CEA, avec donc cette initiative qui a été lancée en septembre, je crois, le Hub Collab for Silver, source d'innovation collaborative pour favoriser le mieux vivre et le mieux vieillir. Alors, qui de vous deux se lance pour me présenter cette initiative? Allez. J'y vais. Oui, donc le hub, en fait, donc ce que je vous disais au CEA, on adresse les enjeux de société. Alors on les adresse par deux biseaux, soit parce qu'un enjeu vient par une entreprise qui vient nous contacter en nous disant voilà, j'ai cette problématique et là on va être dans notre ADN de diffusion technologique, dans un relais bilatéral, soit sur un sujet prospectif où on a besoin d'être plusieurs pour faire un 360 sur un sujet et travailler la question. Et ça a été le cas sur la Silver, où on s'est dit là, on est sur un sujet où le marché est immédiatement fragmenté. On aime bien parler de filière, mais en même temps, moi je préfère le terme applicatif parce qu'on n'est pas vraiment sur quelque chose avec un business model adressé, avec des grands acteurs tête de proue, avec des financements structurés. Donc, on voit que c'est encore quelque chose qui se construit. Et là, on a l'outil du Hub au CEA qu'on expérimente depuis 20 ans. On a une direction dédiée que Agnès avait eu l'occasion de visiter, puisque là, on a 2 spots. On en a un à Grenoble, un à Toulouse. Et quand on a proposé à la Massif d'embarquer
d'ores et déjà à 2 et on espère à encore plusieurs, ça a été un grand oui parce qu'ils avaient aussi cette expérience des hubs. Alors, Colette naît d'une voisine, le hub naît d'une visite, c'est ça, Agnès? Tout à fait. La rencontre s'est faite dans le cadre d'un événement mené auprès des collaborateurs massifs. Donc, on a cette volonté, nous, d'infuser la culture innovation auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et on les emmène, donc en 2021 c'était le cas, on les a emmenés sur Grenoble pour leur montrer justement sur un showroom les technologies du futur. Parce que nous, ça nous inspire dans nos métiers aussi. On peut facilement se projeter en imaginant des nouveaux usages de nos sociétaires, de nos adhérents avec ces inspirations innovantes. Et donc du coup, suite à ça, lorsque le CEA nous a proposé d'embarquer et de cofonder avec eux ce hub, ça a été assez naturel de se dire qu'on allait s'associer avec un grand acteur des technologies, sachant qu'on avait fait donc ce constat aussi des difficultés justement de proposer ces solutions technologiques aux seniors. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, un lancement, une annonce en tout cas en septembre dernier. Vous avez dit tout à l'heure, Agnès, que vous aimiez le concret. Alors concrètement, quelles vont être les ambitions de ce hub? Alors du concret, donc là on est en train de poser un cadre. Donc concrètement, on met en place une méthodologie, on se rencontre, on rencontre de nouveaux acteurs. Avec lesquels on partage sur nos ambitions, sur nos attentes aussi de ces travaux communs. Et on a déjà quelques pistes, quelques sujets d'inspiration. Donc on a parlé notamment de la santé et voilà, des territoires enclavés en zone blanche sur lesquels on travaille. Donc là, on a mis en place un premier consortium de travail sur le sujet avec différents acteurs de différents horizons. Et puis, on a aussi un autre sujet là, sur lequel on réfléchit beaucoup actuellement, c'est le sujet de la voix. Donc là, on prend vraiment le sujet par le biais de la techno. On se dit qu'aujourd'hui, on a 20 millions de Français qui interagissent avec la voix sur leur smartphone. Donc principalement les nouvelles générations. Pour autant, on voit bien ce que la voix pourrait apporter comme garantie de simplicité en fait, pour accéder à des services. Et donc, on se dit que là, il y a quelque chose sur lequel on pourrait avancer ensemble pour proposer vraiment un accès à toutes les solutions qui aujourd'hui ne sont pas utilisées par nos seniors et qui pour autant pourraient leur améliorer le quotidien. Parfait. Marjorie, peut-être sur ses ambitions, et puis peut-être aussi sur l'ambition de créer ce hub, parce que vous avez dit que le CEA avait une expérience justement sur ces travaux un peu collaboratifs. Est-ce que ça veut dire que d'autres acteurs vont vous rejoindre, sont invités à vous rejoindre? Oui, effectivement, c'est un système, le hub, qui se veut très, très respirant. Avec finalement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est construire cet ensemble, cette communauté de fondateurs du hub qui pilote la feuille de route, qui décide des projets qu'on lance. Et on s'appuie, nous, la méthode CEA sur les hubs, elle est toujours autour du triptyque Dream, Design, Do. Et donc, on est sur à la fois une analyse des irritants d'un terrain. Alors ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être un établissement médical, une résidence autonome, une boîte. Enfin voilà, on part d'un irritant concret et puis on va explorer effectivement des possibles. Donc là, on a des méthodes de design classiques où on déconstruit les choses finalement, on déconstruit le système de pensée, on travaille beaucoup sur les peurs, sur les croyances. On évoquait effectivement l'innovation et l'éducation, le lien à l'apprentissage aussi dans la mesure d'acceptabilité, dans l'intégration d'une solution aussi, de comprendre comment, quel type de métiers sont intégrés, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça transforme. Ça, c'est tout un travail qu'on fait. Et ensuite seulement, on repasse à l'analyse technologique pour voir s'il n'y a pas quand même des solutions existantes et si c'est la techno qui doit y répondre déjà, et réintégrer à ce moment-là dans le terrain qui avait partagé ses irritants pour voir ce que ça change. Et c'est ça qu'on travaille effectivement sur les différents volets du hub. Alors s'il y a des gens dans la salle qui souhaitent rejoindre le hub, quel profil vous recherchez, puis comment ça fonctionne concrètement? Alors, concrètement, après, c'est par projet ou c'est Agnès témoigner, mais il y a deux angles. Il y a effectivement une réunion de principe où on va travailler sur cet enjeu du vieillissement. Et il y a un vrai investissement à la fois en temps et financier pour se garder l'agilité
de lancer justement nos projets en mode exploratoire, expérimental, et pas d'être tout de suite à se dire bon bah alors vers quel appel à projet on va aller, quelle source de financement on va activer, etc. Donc c'est vraiment une co-construction. Je pars toujours de cet exemple, mais en gros on va cuisiner ensemble ce qu'on va manger ensemble ensuite, quoi. Et donc il y a vraiment cette dynamique. Et puis pour des acteurs, c'est un engagement, je vous le disais, en temps et en finance, donc qui ne peuvent pas totalement embarquer leur entreprise, hein. Il y a toujours des sujets parfois de ROI, etc. On a effectivement un fonctionnement par projet qui est aussi un des enjeux du hub, de concrétiser. Bon, voilà, on l'évoquait sur la voie ou sur des sujets d'accès aux soins, etc. Parfait. Agnès, est-ce que ça veut dire que dans quelques temps, on pourra avoir des services pour vos sociétaires qui seront issus des travaux de ce hub, par exemple? Oui, alors pour nos sociétaires, mais pas que. Nous, on est vraiment dans cette dynamique de co-construire et d'open innovation. Donc, on va regarder certains sujets sur lesquels on n'ira pas en tant qu'assureur mutualiste parce que tout simplement, on n'y a pas notre place. Et on les laissera pour autant se développer parce que c'est vraiment ce qui nous permet, nous, de chacun se nourrir des expériences et des retours d'expérience. Toutes les initiatives sont intéressantes. Donc oui, on espère vivement, et parce que effectivement notre hub, ça n'est pas un think tank, on est davantage tourné sur le prototypage rapide. Donc oui, on espère d'ici, voilà, en tout cas la fin de l'année, avoir des premiers résultats. Ok, et c'est aussi un hub tourné vers les territoires, hein. On l'a compris, il y a l'idée d'agir très, très localement. Est-ce qu'il y a déjà, on a parlé de la région de Nice tout à l'heure, est-ce qu'il y a déjà des territoires qui sont clairement identifiés, qui sont déjà dans la boucle? Oui, aujourd'hui on a démarré nos travaux avec Digne-les-Bains, qui fait partie de la communauté d'agglo Provençal Agglomération, et avec laquelle on travaille sur les problématiques qui sont nombreuses sur ce territoire, hein. On en parlait, zone blanche, désenclavée, population senior et peu d'infrastructures, même pas de médecins spécialistes en fait, hein. Donc là on travaille sur résoudre quelques problèmes. Alors on n'a pas l'ambition effectivement d'aller voilà, investiguer, oui, vous substituer aussi à tous les travaux qui sont menés. Mais en tout cas, voilà, c'est un terrain de jeu, je dirais, qui est très très inspirant. Et pour répondre aussi à votre question sur comment on fait pour rejoindre le hub, en fait, on ne manque pas de sollicitations. Par contre, on est toujours très ouvert, bien sûr, si des entreprises trouvent intéressant la démarche, qu'elles nous contactent sur LinkedIn, voilà, et qu'elles nous fassent une proposition de rencontre. Alors, je ne suis absolument pas un forceur, mais est-ce que ça peut fonctionner aussi avec des startups qui voudraient rejoindre la plateforme? Alors, il y a deux réponses à apporter. Un grand oui, mais il y a une question de temporalité. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de construire, c'est une communauté effectivement de start-up qui cherchent des relais de partenaires, alors soit entre start-up, soit avec des grands comptes, etc. Et surtout qui acceptent d'être activables quand on rencontre un besoin pour une expérimentation, pour un workshop inspirant, etc. Et là, quand je parlais de la temporalité, c'est qu'en revanche, le hub, il propose de faire un temps de respiration. C'est-à-dire que nous, notre constat, que ce soit nous en tant qu'accompagnateurs, hein, puisque nous, on ne commercialise pas, on accompagne les entreprises dans leur programme d'innovation. Et je vous disais, on est fournisseur de briques, mais voilà, on s'arrête au port de la commercialisation. C'est eux qui sont notre relais. Et ce qu'on voit avec nos 1000 partenaires ou avec le foisonnement de techno-providers qui tapent aux portes de la Massif, c'est qu'il y a un gap là, entre un foisonnement technologique et puis des besoins. Et il y a une passerelle à faire. Il faut prendre ce temps de respiration face à des technos qui sont certes vertueuses, mais s'assurer que vraiment on répond à un besoin, quoi. Et c'est pas encore évident, ça, ce chemin. Et surtout qu'il y a une capacité à intégrer ensuite la solution, parce qu'il y a aussi l'effet inverse, c'est ça fit. Mais je vais parler appelons un chat, il n'y a personne pour payer derrière. Donc à un moment donné, il y a aussi un modèle à construire. Il y a quand même ça aussi à garantir. Et c'est aussi une des ambitions du hub. Bon, on va le suivre dans le temps, ce hub, et ça nous amène un peu à la dernière partie de cette conférence, puisque je vois que le temps file, sur un petit peu le futur. D'abord, vos futurs respectifs. On va commencer par Colette, on est encore au début de l'année 2023. Quelle est la feuille de route pour 2023? Quels sont vos projets? Et puis, peut-être un petit peu après, quelles sont vos attentes et vos ambitions?
Alors sur 2023, nous, on veut vraiment enfoncer le clou sur Paris-Île-de-France au niveau du développement de la cohabitation entre générations, parce que comme ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai potentiel à développer sur cette zone, et on veut vraiment avoir comme on dit dans le jargon, un playbook parfait avant d'aller le déployer dans d'autres zones. On a tenté de se déployer notamment à Lyon et Bordeaux début 2022. On est un petit peu revenu en arrière parce qu'on s'est rendu compte que notre proposition de valeur qui fonctionnait à Paris n'avait pas forcément le même écho sur ces zones. Donc voilà, le but 2023, Paris à fond et l'Île-de-France. Et sur le club communautaire, c'est vraiment de devenir la première communauté de seniors en France. Donc voilà un petit peu la feuille de route pour cette année. C'est quoi une taille idéale, enfin, quelle taille vous visez un petit peu en termes de communauté? Oui, alors pour vous dire, en 2022, on a réuni 3000 seniors sur notre club communautaire. Là, on veut faire plus que x10. On veut aller chercher les 50 000 seniors connectés quotidiennement sur notre app. Très bien. Bon, si vous avez des seniors autour de vous, ou si vous êtes vous-même senior, vous êtes prévenus. À plus long terme, vous avez parlé des autres villes en France. Est-ce que c'est un service qui est duplicable aussi à l'étranger? Enfin, voilà, est-ce que vous avez, dans votre longue vue, d'autres options, d'autres ambitions? Oui, tout à fait. Nous, on a l'ambition, bien sûr, de se développer partout en France quand on aura vraiment la secret sauce, et aussi en Europe et dans le monde. Et pour ça, on a des investisseurs qui savent que voilà, ça prend du temps, encore une fois, ce marché éducation, donc c'est super. En tout cas, oui, on a cette ambition-là d'aller dépasser les frontières. Très bien. Même question sur le hub, on l'a commencé un petit peu le dire en termes de, je crois que vous parlez d'expédition, voilà, combien d'idées ou de projets vous aimeriez porter en 2023 et puis peut-être dans les années qui nous attendent? En termes d'expérimentation, oui, on est... alors, on n'a pas une ambition tournée sur, je dirais, le chiffre, plutôt sur la qualité du service rendu, en fait. Donc là, cette année, on continue à poser le cadre pour pouvoir mener ces expérimentations et apporter de la valeur, qu'on ait des solutions qui puissent être utiles et utilisées. Alors bien sûr, on a cette ambition de grossir en nombre d'acteurs. Donc ça, c'est très partagé dans le hub, parce qu'encore une fois, ce foisonnement, ça nous permet aussi de mieux travailler ensemble. Et puis, on a d'autres sujets, notamment sur la question de l'habitat. Sur la modularité de l'habitat, qui nous semble être un sujet sur lequel il va se passer beaucoup de choses dans les prochaines années. Et bien sûr, il ne faudra pas oublier la question de l'adaptabilité du logement pour nos seniors. Très bien. Marjorie, si on prend l'exemple d'autres hubs ou d'autres projets qui ont été portés par le CEA, c'est des temporalités qui sont quoi? Qui sont sur 10 ans, qui sont sur 20 ans? Combien de temps il faut explorer un sujet pour obtenir des résultats concrets comme ceux qu'on évoquait? Nous, ce qu'on s'est fixé là sur ce volet-là, c'est déjà sur les 3 premières années d'avoir des solutions concrètes qui sont impactantes, que ce soit pour un territoire ou pour, je vous le disais, une résidence autonome ou un établissement médicalisé. Donc après, ce qu'on a comme expérience, c'est que les hubs perdurent. Parce que je vous parlais d'un système respirant, c'est qu'un hub qui réussit, c'est un hub où ses fondateurs évoluent, font une feuille de route différente, changent de fusil d'épaule. Là, effectivement, on a évoqué des sujets sur accès aux soins, habitat. On voit déjà qu'on brasse des acteurs de typologie très différents. On a un sujet de mobilité. Moi, j'avais des chiffres sur le fait qu'en vieillissant, notre périmètre de mobilité est réduit à 4 km. Ouais. 4 km, c'est assez court en fait. C'est rien du tout, ouais. Par rapport à un espace de... ça revient avec l'isolement, quoi. Il y a l'isolement médical, mais il y a l'isolement social. Et aller trouver la pharmacie du coin, le boulanger, son écosystème à soi qui nous permet d'être socialement connectés. Et ça adresse les sujets de mobilité. Et sur les 2 périodes qu'on vient de traverser, que ce soit l'isolement social avec le confinement lié à une crise sanitaire, ou l'immobilité, je dirais, financière à un moment de certains liée à une hausse des carburants, on a des sujets qui ont été abordés sous un prisme assez différent là, dans ces dernières années. Et ça aussi, ça peut permettre un hub qui dure sur effectivement 10-20 ans parce qu'on agrège des questions
différentes au gré du vent. Et qui évolue, ouais. Très bien. Allez, dernier tour de table parce qu'il nous reste quelques minutes seulement. Justement, si on prend un petit peu plus de recul sur ce sujet de Silver Economy, est-ce que vous pressentez chacune des enjeux, des sujets, des thématiques qui pourraient prendre de l'ampleur dans les prochaines années, vous qui êtes en contact avec Colette, avec la communauté des seniors, est-ce que vous voyez comme ça des sujets qui étaient peut-être moins dans la lumière il y a quelques années et qui sont en train de monter en puissance ? Oui, j'en vois un. En fait, nous, chez Colette, on a beaucoup d'enfants, de personnes âgées qui se tournent vers nous pour justement aider leurs parents à mettre une chambre en location. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas forcément sur place pour aider leurs parents qui s'inquiètent. Et donc, il y a cette question qui touche indirectement les seniors, mais qui est cette question de l'aidant aujourd'hui, où je pense que ça c'est un sujet qui devrait et qui va prendre de l'ampleur dans les années à venir. Je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui est aidant d'une personne âgée. Et comme il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, il y aura de plus en plus d'aidants. Et ça, c'est à mon sens quelque chose de très crucial en fait. Comment aider ces aidants aujourd'hui ? Et vous aussi, pour vous, comment parler à ces aidants qui ne sont pas forcément les mêmes canaux que pour les seniors ? Exactement, c'est-à-dire que nous, on cherche à toucher notre cœur de cible, donc le senior, mais souvent, cette personne passée 75-80 ans n'est pas connectée. Donc, pour une start-up comme nous, digitale, ça va être compliqué qu'ils nous trouvent. Et on a aujourd'hui des difficultés à cibler les enfants de ces seniors. Comment est-ce qu'on les trouve ? Comment est-ce qu'on les cible ? Et ça, c'est un vrai enjeu. Et puis c'est des sujets dont on n'a pas forcément peut-être envie naturellement de parler ou qui sont un petit peu encore délicats. Oui, tout à fait. C'est pas des sujets. C'est encore peut-être un peu tabou. Donc, je vois vraiment quelque chose d'important dans les années à venir. Traiter. Ouais. Très bien. Même question pour vous, Agnès, avec la Massif. Est-ce qu'on a parlé de la voix, par exemple ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça que déjà, vous je ne peux que progresser partager ce sujet des aidants sur lequel on a essayé de mettre notre pierre aussi à la Massif avec le premier état généraux des aidants aidés il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Donc on voit bien que le sujet est toujours d'actualité et ne va faire qu'augmenter. Donc continuer à soutenir nos aidants, et notamment en milieu rural, où ils sont bien souvent aidants du fait de l'âge et non pas d'autres maladies. Et je dirais que ce serait intéressant aussi peut-être de voir évoluer la vision qu'on peut avoir des seniors et davantage les valoriser aussi pour leur expérience. Ce serait pertinent de les impliquer davantage déjà dans nos expérimentations. Nous, c'est ce qu'on souhaite faire dans notre hub et qu'ils puissent nous guider aussi sur leurs besoins et effectivement d'accompagner leurs proches. Mais cela dit, le débat sur les retraites a un peu permis aussi d'ouvrir cette question sur les seniors. On n'a jamais autant parlé de la fin de vie que depuis quelques semaines. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va y gagner tous en fait à les inclure davantage. On en parle, mais en fait, on en sera. Donc, c'est intéressant de voir les choses aussi du point de vue de ces utilisateurs qu'on souhaite tous adresser avec nos solutions et de les impliquer davantage, de les mettre vraiment au cœur en fait du dispositif. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et que j'aimerais voir émerger dans les sujets Silver. Et puis un autre point, c'est peut-être de moins segmenter, c'est-à-dire de ne pas intervenir sur des segments d'âge, mais bien de regarder finalement les habitudes de vie des personnes. Et on voit bien sur la voix, je reviens sur le sujet de la voix, on a des nouvelles générations qui utilisent la voix. On a peut-être aussi des seniors qui seront très à l'aise avec la voix. Parfait. Même question enfin pour vous, Marjorie. Je sais qu'en préparant cette conférence, on avait beaucoup parlé des questions de financement, de dire que parfois ça coinçait. Est-ce que c'est un sujet qui doit émerger ou est-ce qu'il y en a un autre que vous aviez en tête ? Alors, je vais refaire la transition quand même avec ce qui a été dit aussi bien par Justine que par Agnès. C'est qu'il y a vraiment cet enjeu de non stigmatiser et de vraiment intégrer cette histoire du vieillissement dans un parcours de vie. Et nous, on y est très sensible, notamment dans les développements technologiques, parce que c'est vrai que, je vais reprendre le sujet de la voix. Ce qui est intéressant dans la voix, c'est qu'on est sur un volet complètement intergénérationnel d'analyse des usages des jeunes vis-à-vis de l'outil, smartphone avec le dictaphone, et qu'on transpose en se disant, est-ce que c'est quelque chose qui parle et qui est facile à prendre en main tout au long de la vie. Et c'est vrai que demander à quelqu'un aujourd'hui, à partir de quand vous vous posez la question du déménagement
c'est un peu violent quand vous avez habité votre maison pendant X années, de se dire bah, je monte mes escaliers, tout va bien. Non, mais là, il faudrait quand même que tu te préoccupes de déménager. Bon, pareil, bon, on arrive à des âges où on reçoit le petit check-up assuré, c'est sympa, mais c'est toujours interrogeant. Donc vraiment, il y a cette notion chez nous de travailler cet aspect de l'accompagnement, à se dire comment je stigmatise au moins une solution. Et sur le sujet des financements, j'y reviens sur mon sujet d'applicatif. C'est que c'est quand même effectivement un enjeu actuellement très financé par les pouvoirs publics. C'est un applicatif, voilà, là c'est un peu borderline, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un enjeu majeur, et je n'embarque que moi, du coup, dans cette réflexion, à peut-être réfléchir, oui, ces histoires de business model autour de l'accompagnement de la longévité, parce que j'ai eu des rétextes, alors je ne sais pas si Justine pourra corroborer mes dires, mais finalement de techno-providers qui voulaient intégrer le marché de la silver et qui ont rencontré quand même des temps longs d'intégration et où les relais financiers ne sont pas évidents. Donc je pense que ça fait aussi partie de nos enjeux. Au-delà de regarder, de travailler concrètement les chaînes de valeur dans le hub qu'on peut inscrire et se dire, voilà, sur tel volet, j'ai les acteurs qui constituent une chaîne de valeur et je sais qu'elle est à ma façon, qu'elle est maîtrisée et donc qu'on va pouvoir intégrer et déployer. Oui, Justine, vous nous disiez que vous aviez des investisseurs qui croyaient en l'avenir du projet. C'est important parce que les modèles vont aussi se construire au fur et à mesure des années. Oui, nous, on est accompagnés par des investisseurs de fonds à impact. Et justement, en fait, c'est des investisseurs qui ont vraiment conscience du temps que ça prend, en fait, de faire grandir un marché, comme la cohabitation entre générations. Et ça, c'est sur les seniors, la silver economy, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, en effet, parce qu'il y a un temps incompressible, notamment quand on développe une solution digitale, il y a un temps qu'on ne peut pas rétrécir d'adoption des nouveaux usages. Et donc, c'est vrai que la question du financement est au cœur des choses. Eh bien, le temps aura été au centre de cette conférence qui va s'achever. Juste, malheureusement, puisqu'on va devoir laisser la scène, si on veut se tenir informé de vos projets, Colette, j'imagine ça se passe sur les réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. Colette Club, vous nous trouvez à peu près partout normalement, ainsi que colette.club en ligne. Parfait. Et pour le hub, on suivra ça. Ce sera sur les réseaux sociaux également, sur le site massif.fr. Bon, très bien. Rendez-vous est pris. Merci à toutes les trois pour votre participation à cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et quant à moi, je tiens à remercier rapidement Étienne, Colombe et Louise qui m'ont confié cette conférence. Bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir.